Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Ce podcast est une présentation de la microbrasserie La Forge du Malte, la bière du 12e joueur. Vous écoutez Sport, Borat et Rock'n'Roll. Alors, bien le bonsoir et bienvenue à Sport, Borat et Rock'n'Roll pour cette édition du mois de juillet. Je suis désolé qu'il n'y ait pas eu d'émission au mois de juin avec les vacances et tout le kit, l'été qui est arrivé. J'ai manqué totalement de temps. Et d'ailleurs, le mois de juillet, là, le temps se fait aussi très limité. Et j'enregistre cette émission-là un vendredi soir pendant que les enfants, je crois qu'ils dorment, mais j'en ne suis pas certain. Donc c'est possible que je me fasse déranger pendant l'enregistrement. Mais bon, je trouve le temps où je peux. J'aimerais ça, en partant, remercier encore une fois le Cannes Football Club et tous les artisans derrière cela, que ce soit Sid, Sofiane, Nilton et compagnie. Je vous conseille bien entendu là, d'aller voir tout ce que le site et la plateforme proposent, que ce soit en tant que podcast, que ce soit en tant que texte, etc. J'adore là, tout ce que on peut y trouver. Niveau podcast, là, on a le Lopo Avendano, on a le Couscous Peri Peri, on a le MLS Africa Plus de Mathieu Lemay, on a le Sur la ligne de Monsieur Foot de Foot, il y a aussi l'émission de Julien, etc. Il y a vraiment tout pour avoir du plaisir, avoir du contenu et vraiment là, c'est super. J'aimerais remercier bien entendu aussi la Forge du Malte de supporter la plateforme Cannes et d'ailleurs pour les remercier lors de cette émission je vais vous parler de leurs bières qui sont actuellement disponibles sur le marché, faire un petit review de tout cela. Aujourd'hui aussi à l'émission, on va faire un retour sur la Coupe du Monde. On va entendre bien entendu du rock and roll francophone québécois. Et on va aussi parler là, de la lancée récente de IMFC, là, donc cette belle séquence actuelle de l'Impact de 6 victoires en 7 matchs, je crois. Donc on va parler de tout ça et pour finir l'émission, là, comme je le disais, on va avoir une bonne petite capsule bière spéciale Forge du Malte. Donc pour commencer tout cela, avant d'aller faire le retour sur la Coupe du Monde, on va y aller avec une chanson. Un artiste québécois que j'aime beaucoup qui s'appelle Noé Talbot. Lui, peut-être que vous avez déjà entendu son groupe auparavant qui s'appelait Fortune Cookie Club, qui malgré le titre en anglais, le nom du groupe en anglais, était du punk francophone. Je sais pas si c'est un groupe qui est mort, mais disons que je n'entends plus beaucoup parler, tandis que Noé Talbot, lui, là, en ce moment, est pas mal plus populaire, ou en tout cas, est pas mal plus actif néanmoins. Donc on va entendre la chanson Vivant de son tout dernier album. Vous allez voir, c'est pour ceux qui connaissaient le Fortune Cookie Club, Noé Talbot en solo, c'est beaucoup plus smooth, mais ça reste du rock quand même. Donc on s'en va entendre tout ça et tout de suite après on revient avec un retour sur la Coupe du Monde et les Trop de Poutine, J'ai l'air d'un foin et Saputo d'or là, de quelques auditeurs sur Twitter qui nous ont fait part là, de leur choix. Donc voilà, on s'en va entendre Noé Talbot et on revient tout de suite après. Bonne écoute. Avant que nos yeux éclatent de leur belle mort et inondent nos promesses. Avant que quelqu'un d'autre blanchisse nos journées, qu'on lui raconte le pire sur notre ex. Avant que l'imaginaire notre continue dans nos routines. Que le cabane s'effondre et que la douceur fasse place à nos ombres. Fais-nous sortir vivants, fais-nous tenir debout. Avant que j'oublie plus beau, fais-nous devenir nous. La marée calme devant, c'est plate que tu le vois pas. J'sais même plus ce qui est passé, tellement je fréquente pas. Les plages deviendront vertes, les océans manqueront de sel. Les noms changeront de face, la mort
va nous attendre, on s'en fout. L'essentiel est infiniment infime, mais il flotte autour de toi. Sous notre amour vacillant, j'ai vu ton âme qui tangue dangereusement. Hors de nous, faites pas ça. Fais les sentir vivants, fais l'unir debout, avant qu'on oublie plus beau. Fais-nous devenir nous. Les gens se sont du sud, puis là où il fait chaud. Fais pas comme eux, Camille, c'est l'argent, non pas seul et ghetto. On peut devenir vivant, ça dépend juste de nous. Des vivants y'en a partout, mais beaucoup savent juste pas. Je suis carré d'être sourd, je suis tanné d'être mort. Tout en former un nous, c'est tout ce qu'on est pas le bord. On peut devenir vivant, on peut devenir vivant, on peut devenir vivant. Il suffit juste d'y croire. Alors, bienvenue à Sport, Borat et Rock'n'Roll. On vient tout juste d'entendre Noé Talbot et la chanson Viva. Maintenant, comme prévu, revenons sur la Coupe du Monde 2018 de la FIFA qui s'était présentée en Russie. Ça a terminé le dimanche passé avec une victoire de la France face à la surprenante Croatie. D'ailleurs, on va faire un petit review là, via Twitter parce que j'ai demandé là, aux auditeurs et à mes followers Facebook, pas Facebook, mais Twitter, c'est de me donner leur Saputo d'or, Trou de Poutine et J'ai l'air d'un foin pour l'ensemble de la Coupe du Monde. Donc, je vais vous faire ça dans quelques instants. Je vais d'abord vous donner les miens. Donc, pour moi, le Saputo d'or de cette Coupe du Monde, c'est assez simple. Ce sont les surprises. Donc, moi, ce que j'aime dans une Coupe du Monde, c'est qu'il y ait des rebondissements, qu'il y ait que ce ne soit pas toujours les mêmes équipes qui gagnent. On sait qu'en bout de ligne, là, depuis que c'est passé à plus de 20 clubs, là, c'est pas mal toujours les mêmes pays qui gagnent. Que ce soit l'Italie, le Brésil, l'Argentine, la France, l'Allemagne, bien entendu, qui est le plus titré là, sur cette période-là. Donc, c'est cette année, là, ce que j'ai adoré, malgré que ce soit la France qui ait gagné et que je prenais pour eux, c'est qu'il y a eu beaucoup de rebondissements. Il y a eu beaucoup de surprises, que ce soit l'Allemagne qui a été éliminée rapidement, la Russie qui a sorti l'Espagne et le Brésil qui se fait sortir par la Belgique. Donc, d'avoir un top 4... Angleterre, Croatie, France et Belgique, moi j'ai trouvé ça vraiment cool. Ce que le problème dans tout ça, c'est qu'encore une fois, c'est quand même là, une équipe qui avait déjà une étoile qui a gagné. Même si je prenais pour la France, je dois avouer quand même que malgré ma déception, si les Français avaient gagné, j'aurais quand même eu une petite joie là, une petite pensée pour les Croates, parce que c'est bien une nouvelle équipe qui ça aurait été bien en fait une nouvelle équipe qui met une étoile enfin là, sur son blason. On était tous contents là, lorsque l'Espagne a gagné en 2010. En tout cas, à part ceux qui ne les aiment pas, mais c'était quand même bien là, de voir qu'une équipe s'ajoutait dans le palmarès des gagnants de Coupe du Monde. Donc, ce ne sera pas le cas cette année, malgré que la France n'en avait qu'une. Donc, on en rajoute une deuxième. C'est tout de même pas là, une cinquième ou une sixième, comme c'était le cas avec les Allemands ou le Brésil. Ensuite, pour ce qui est de mon trou de Poutine, moi, c'est assez simple. C'est Neymar. Je suis très bien capable de vivre avec les plongeons, avec les simulations. Je veux dire, j'écoute le soccer depuis tellement de temps. Je sais que c'est un des irritants principaux de notre beau sport. Et j'ai trouvé là, que Neymar poussait un peu trop là, à cette Coupe du Monde-là. Je l'ai trouvé très irrité. Je l'ai trouvé beaucoup trop là, sur la simulation, sur la comédie. Je veux dire, ça en était pratiquement rendu une caricature. Et en ce qui me concerne, je suis entouré là, de gens qui sont nouveaux fans de foot ou qui sont très sceptiques face à ce spectacle. Et de voir Neymar là, faire ce genre de spectacle-là, malheureusement, ça leur donne des munitions.
Et je n'ai pas apprécié beaucoup. Je n'ai pas apprécié beaucoup non plus que Mbappé fasse ce genre de choses-là non plus, mais étant donné son jeune âge, c'est un petit peu plus compréhensible si on veut. Dans le cas de Neymar, là, je ne comprends pas trop là, pourquoi autant de comédie, autant de théâtre. Et pour ce qui est de mon J'ai l'air d'un foin, les commentaires sur la façon de jouer de la France, que ce soit des joueurs belges, que ce soit des gens sur Twitter, que ce soit des gens tout court, je veux dire, tu peux pas enlever le titre à une équipe parce qu'elle a joué moche. Je veux dire, c'est sûr que la France n'a pas montré le jeu le plus léché, mais Didier Deschamps est un coach très pragmatique et lui, c'était pas compliqué. La façon pour lui de gagner cette Coupe du Monde-là, c'était de jouer de cette façon, et c'est de cette façon-là qu'il a joué. Et ils n'ont pas eu un parcours facile, bien au contraire. Je veux dire, de battre l'Uruguay, de battre l'Argentine, de battre la Belgique, de battre la Croatie, sans aller aucune fois en prolongation, c'est quand même un exploit. Ils ont montré beaucoup de contrôle. Oui, c'est vrai que c'était pas le foot le plus beau à voir, mais quand même, souvent là, dans les grands rendez-vous, le foot léché, le foot beau à voir ne remporte pas les compétitions à la toute fin. À part là, quelques exceptions au fil de l'histoire, là, mais en général, il faut malheureusement souvent jouer très 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 serré et jouer un jeu très pragmatique pour gagner cette fameuse Coupe du Monde, et ça, personne ne pourra jamais l'enlever aux Français. Sinon, dans les choses là, que j'ai bien appréciées dans ce tournoi-là et que j'ai moins apprécié, c'est sûr que j'ai moins aimé le fait qu'aucune équipe africaine ne se retrouve dans les éliminatoires, là, donc dans les 16 dernières équipes. Je crois que le Sénégal avait grandement sa place là, et malheureusement, à cause de la règle de fair play, donc c'est ça qui les a fait balancer hors du tableau, donc 3e au détriment du Japon. Sinon, le Japon, justement, par contre, est une des choses que j'ai bien aimé. Ils n'ont pas passé face à la Belgique, mais ils ont offert tout un spectacle. Et j'ai trouvé que c'était une équipe très, très, très bien organisée et qui offrait quand même du beau jeu. J'ai bien aimé la Belgique aussi, même si il y a une rivalité avec la France, étant donné que je ne suis pas français, donc je n'ai pas ce ressentiment envers les Belges. J'ai bien de la sympathie pour eux, j'ai déjà visité ce pays-là et personnellement j'ai adoré. Donc j'avais quand même là, une bonne sympathie pour eux, et eux, ils offraient vraiment là, un beau jeu, il faut quand même le souligner. Et ça fait un peu le tour là, de... C'est sûr aussi que pour ce qui est de la Croatie, j'ai bien aimé leur parcours. Par contre, j'ai trouvé qu'ils ont été un peu chanceux. C'est sûr que de battre des équipes un peu moins bien classées un après l'autre, que ce soit le Danemark, la Russie, l'Angleterre, c'est moins, mettons, panaché là, comme tableau de chasse, mais bon, il faut quand même le faire, et s'ils l'ont fait en prolongation à chaque fois, donc c'est quand même assez tout qu'un exploit, mais disons que je crois pour moi que c'était quand même logique là, qu'ils plient les Chines en finale. Donc, allons voir maintenant un petit peu du côté de nos auditeurs, qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé. Donc, on avait JF Bilodo, hashtag GrosBill08. Lui, il me dit, j'aurais plutôt appelé ça la baguette dorée, le numéro trop de plongeon et le manque de courtoisie, en parlant de Thibaut Courtois, j'imagine. Mais j'aurais peut-être donné mes réponses en même temps. Donc, on comprend là, que la baguette dorée, ça plutôt d'or va à la France. Le trop de plongeon, donc le trop de poutine, va au plongeon. Et le gilet d'un foin va au manque de courtoisie, donc j'imagine qu'ils vont aux commentaires de Thibaut Courtois qui ont suivi la compétition. On a Samuel Bluto, hashtag, pas hashtag, mais @SamDeFlow93. Lui, son plutôt d'or va à N'Golo Kanté. Je partage cette idée, j'adore ce joueur-là. J'ai été déçu là, qu'en finale, il sorte aussi rapidement. Il semblait un peu à côté de son match, si on veut, mais bon, en dessous de son très haut standard, si on veut. Ensuite, trop de poutine, la sélection allemande, bien entendu. C'est sûr qu'en même temps, c'est leur premier échec de ce genre dans leur histoire, donc on peut quand même leur pardonner. J'ai l'air d'un foin, les commentaires de Courtois après la défaite belge et pendant la finale, donc on s'entend que plusieurs d'entre vous l'ont trouvé mauvais perdant, ce Thibaut Courtois, et je partage un peu aussi ça. Dans le cas de Michael Miller, qui est un animateur du
podcast sur le FC Barcelone avec Alec Avendano, donc @Mike Miller FC. Lui, son saputo d'or, c'est Rakitic, un joueur du Barcelone qui a été brillant des deux côtés du ballon. Trou de Poutine, Kane, donc Angleterre, soulier d'or avec un seul tir cadré en phase éliminatoire, c'était sur penalty. C'est vrai que lui, ça a bien commencé, ils ont marqué contre des petites équipes, mais on dirait que les gros matchs, ça n'a pas été facile de son côté. J'ai l'air d'un foin. Muslera pour sa boulette sur le but de Griezmann alors que l'Uruguay était encore dans le match. C'est vrai que ça a tué le match. Muslera, moi, c'est un joueur qui me revient pas, que ce soit sa façon de jouer, sa face, je sais pas. Être l'Uruguay, là, je ferai confiance à un autre gardien que lui. Ensuite, Frank Lévesque, alias Frank Lévesque 09. Saputo d'or, Kylian Mbappé. Trou de Poutine, le VAR. J'ai l'air d'un foin, le Brésilien qui a fait honte à ce beau sport pendant 3 semaines. Donc lui, son j'ai l'air d'un foin est mon trou de Poutine, donc à Neymar. Donc je ne suis pas le seul qui a été irrité par le comportement du Brésilien. Son trou de Poutine pour le VAR, je suis plus ou moins d'accord. Moi, j'ai pas détesté, même si bon, c'est pas encore assez clair. J'ai aimé l'audace là, de la FIFA de mettre cette technologie à bon escient là, pendant ce tournoi-là, même si ça a des failles. Et le Saputo d'or Kylian Mbappé, c'est vrai que Mbappé a vraiment là, ouvert les yeux, même si moi j'étais un peu déçu là, de son comportement par moment. Mais bon, c'est quand même un joueur extrêmement rapide et assez spectaculaire. Ensuite, on descend un peu. Ça ressemblait à ça, je crois, pour les réponses que j'ai reçues. Donc, je remercie là, tout le monde qui a répondu. Et on se dit, le prochain coup, là, je vais m'y prendre un peu plus d'avance. Donc, j'ai plus de chances d'avoir un peu plus de réponses. C'était quand même la première fois que je faisais cela. Maintenant, allons écouter une chanson avant de parler de notre impact qui est en feu. Donc, pour faire un petit clin d'œil à notre ami Michael Miller et à Alec Avendano, on va entendre une chanson qui s'appelle Barcelone. Une chanson originellement composée par Jean Leloup, qui est vraiment une très très bonne chanson, mais ici reprise par Capitaine Révolte sur l'album Zoo 2, qui était une compilation là, de covers francophones de groupes qui sont sur la label, j'ai oublié le nom de Slam Disc, exactement. Bon, la label Slam Disc, donc ont sorti 2 compiles, Zoo 1, Zoo 2, c'est tous leurs groupes qui font un cover francophone. Donc si c'est une chanson anglophone, ils traduisent les paroles, et si c'est une chanson francophone, ben ils font juste reprendre les paroles. Donc là, c'est Capitaine Révolte qui reprend Barcelone de Jean Leloup. Donc petit hommage à nos amis fans du FC Barcelone. Donc on s'en va écouter ça, et après on parle de l'Impact on Fire. Bonne écoute. Il ne sait pas ce qu'il attend au coin de la rue en rentrant. Qu'il est loin mon pays natal, se dit la grosse suédoise qui vient de se faire braquer par un négro sur rue des assassins. Le soleil fait chauffer la place où se retrouvent tous les paumés. Aux touristes font des grimaces, les chiens, les pésétages. On a cherché les extasis, mais c'était vraiment hors de prix. On s'est rabattu sur l'absinthe. À Barcelone, à Barcelone. La biche m'attend, je prends du vin. Elle m'a laissé sur le carreau. La biche m'attend, je prends du vin. Elle est allée rejoindre les toxicos. Amsterdam, 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 Amsterdam. Les keufs sont habillés de kaki, ils sont vraiment fiers de leur képi. Ça va vite et puis patatrac, t'as reçu un coup de matraque. Les pompes sont réutilisables, se disent les gamins qui s'amusent à se lancer des gros cailloux. À Barcelone, à Barcelone. La biche m'attend, je prends du vin. Elle m'a laissé sur le carreau. La biche m'attend, je prends du vin. Elle a l'air chouette des toxicos. Amsterdam, 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 Amsterdam. On a volé tout le travail d'Annabelle qui maintenant braille. Elle leur avait pourtant confié, mais ils étaient bien trop bourrés. Qui vaincra bande d'enculés, les contrôleurs, les garnements. Pas de fric pour le supplément. À Barcelone,
15 ans insoutenable, amour 30 ans presque invivable, amour toujours inévitable. La ville s'est faite toute belle, je pense encore à Isabelle qui m'a laissé sur le carreau pour aller rejoindre les toxicos. Une fille qui s'endort dans un bar, ses cheveux traînant dans la bière, se sent comme une serpillière, se sent comme une serpillière. Amsterdam, Amsterdam, à Montréal. Bienvenue à Sport, Borat et Rock'n'Roll. Ce qu'on vient d'entendre, c'était Capitaine Révolte, une reprise de Jean Leloup, la chanson Barcelone. Donc maintenant, parlons de l'Impact de Montréal qui est en feu. Cette séquence-là, dans le fond, là, de 7 victoires en 9 matchs, si on inclut la victoire en championnat canadien, même si c'est un match aller-retour, donc c'est pas vraiment une victoire là, qui compte, et c'est surtout pas une victoire qui compte dans la fiche de l'équipe en MLS, mais une victoire tout de même. Le tout a commencé donc samedi le 2 juin, un match auquel j'ai assisté, où l'Impact était très 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 timide à ce moment-là contre Houston, mais avec un éclair de génie de Jason Vargas, une frappe là, sortie de nulle part qui a mis le 1-0 et a permis à l'Impact là, de signer une victoire qui était capitale à ce moment-là. L'Impact s'est ensuite déplacé là, le samedi 9 juin à Dallas. Ils n'ont pas joué un mauvais match, mais avaient perdu là, cette rencontre-là 2-0 contre une très bonne équipe. Et après ça, c'est là que les choses sont vraiment embrasées. Donc, on a affronté 2 fois d'affilée le Orlando City FC, qui était en plein milieu de sa déroute. Donc, le premier match là, au stade Saputo, le mercredi 13 juin, une victoire de 3-0, match auquel j'ai assisté aussi et auquel j'avais réussi là, avec les 16-42 à emmener Hugo Mouyodi à venir sonner la cloche. Donc Hugo Mouyodi qui est le chanteur de St. Catharines et qui a maintenant un projet solo sous le nom de Mouyodi. Donc c'était lui qui avait sonné la cloche à ce moment-là et il avait prédit qu'il allait la sonner 3 fois et qu'il allait sonner le réveil de l'Impact. Eh bien, il avait bien raison. L'Impact a gagné ce match-là 3-0, donc la cloche a résonné 3 fois. Tout de suite après, l'Impact est allé à Orlando le samedi 2 semaines plus tard, le 23 juin, et a signé une victoire de 2-0 là-bas. Pas la plus belle des victoires, mais une victoire tout de même. Après ça, l'Impact, samedi le 30 juin à domicile contre le Sporting Kansas City, qui est vraiment là, le plus gros client que l'Impact a affronté pendant cette séquence. Eh bien, l'Impact les a brillamment vaincus 2-0. C'est le match pour moi fort là, de cette saison. C'est le match sur lequel l'Impact doit se pencher et regarder lorsqu'ils ont besoin de savoir ce qu'ils font de bien et ce qu'il faut faire pour gagner. Ensuite, samedi le 7 juillet, l'Impact recevait le pauvre Colorado Rapids plutôt, donc ils ont gagné le match 2-1. C'était encore une fois pas le plus beau des matchs, mais c'était une belle victoire et l'Impact commençait à montrer des signes là, d'une équipe qui tente de construire, d'une équipe qui garde un peu plus le ballon. C'était pas les buts ne se sont pas faits sur des belles montées, mais quand même le match là était bien intéressant. Ils ont eu beaucoup de chances de marquer, même si les 2 buts ont été marqués sur contre-attaque. Et ensuite, l'Impact est allé se faire rosser au New York City FC au Yankee Stadium sur le petit terrain dégueulasse. L'Impact a perdu 3-0, manquait beaucoup de titulaires et ceux qui ont remplacé là, n'ont vraiment pas livré la marchandise. Mais disons que ceux qui étaient reposés se sont présentés le match d'ensuite contre les Quakes. Une belle victoire de 2-0 samedi le 14 juillet. Donc l'Impact qui est revenu sur les bonnes tracks à ce moment-là. Et mercredi passé, donc mercredi le 18 juillet cette semaine, l'Impact affrontait les Whitecaps FC dans le cadre du championnat canadien. Les 2 équipes présentaient une équipe plutôt B. Mais disons que l'Impact a tiré son épingle du jeu, pas rien qu'à peu près, et aurait pu gagner ce match-là là, 2 ou 3-0 s'il avait fait preuve d'un peu plus de réalisme. Et c'est un score qui me fait un peu peur, parce que quand tu domines comme ça et que tu t'en sors qu'avec un 1-0, disons que les Whitecaps, eux, au retour à la maison, devraient
aligner une équipe plus B+, peut-être, ou A-, donc ça peut être dangereux là, ce match, et l'Impact pourrait échapper cette série aller-retour. Pour la suite, là, donc samedi, demain soir, le 21 juillet, l'Impact va affronter les Portland Timbers, un match à l'étranger, et ensuite ils feront quelques kilomètres pour se déplacer là, à Vancouver pour le match retour de championnat canadien. Donc pour ce qui est du mois de cette séquence de victoires, donc qui remonte jusqu'à ma dernière émission fin mai, moi mon Saputo d'or va directement à Ignacio Piatti, Nacho Piatti. C'est pas une surprise pour personne, mais disons que son début de saison me laissait un peu mi-figue, mi-raisin, surtout la mauvaise séquence qu'il avait eue. Mais là, vraiment, c'est le Nacho Show. Il est vraiment en feu. Il met des buts incroyables. Il a laissé un penalty à Ale Silva qui lui l'a réveillé. Et d'ailleurs, Alejandro Silva est mon assistant Saputo d'or pour ce mois-ci avec Rudy Camacho. Deux joueurs qui ont été beaucoup critiqués et qui montrent leur vraie valeur, d'après moi, là, dans les derniers matchs. Je ne sais pas si leur grande forme est vraiment ce qu'ils valent ou si ça se retrouve à quelque part entre les deux, là, que ce soit leur mauvaise performance en début de saison ou les très bonnes en ce moment. Mais quoi qu'il en soit, là, c'est clair que ces joueurs-là ne sont pas mauvais comme ils l'étaient au début lors de leurs arrivées. Comme preuve là, qu'il faut être patient avec des joueurs, qu'il faut être patient avec des coachs aussi, bien entendu. Pour ce qui est maintenant là, de mon trop de poutine du mois, c'est un incontournable. On y va avec Matteo Mancuso, qui est vraiment rendu là, une honte pratiquement sur le terrain et un peu aussi, là, il fait un peu pitié quand même, là, donc il essaie quand même assez fort. Mais un petit bémol là, dans son cas, d'après moi, là, je l'ai déjà tweeté ça sur Twitter, je crois que s'il a autant de minutes par rapport à Jackson Hamel, c'est pas nécessairement parce que l'Impact veut monter sa valeur, parce que je crois que sa valeur baisse à chaque match qu'il joue, mais par contre, il joue plus là, dans le plan de match que Jackson Hamel, d'après moi, et doit avoir une meilleure éthique de travail lors des entraînements. Donc c'est sûr qu'il se sacrifie un peu là, pour ses coéquipiers, effectue des courses que Jackson ne fait pas, etc. Il joue vraiment là, plus là, dans le système, je crois, même si en bout de ligne, là, il ne produit absolument rien. Et c'est pourquoi là, un gars comme Jimmy Briand, qui est annoncé à l'Impact prochainement, va donner une grande aide, parce qu'il va travailler dans le même sens que Matteo, mais lui va être capable de mettre des chiffres sur le tableau. C'est assez honteux là, lors de cette séquence de matchs là, de l'Impact, de victoire là, depuis la victoire à Houston. Donc l'Impact a maintenu une fiche là, de 7 victoires, 2 défaites lors de cette séquence. Eh bien, aucun but et aucune passe pour que ce soit Matteo Mancuso ou que ce soit Anthony Jackson Hamel. Donc aucun but pour l'Impact de leurs deux avant-centres, de leurs deux attaquants de pointe. C'est quand même assez incroyable d'avoir réussi à maintenir une fiche comme ça de 7 victoires à 100 buts là, de ton attaquant, de tes attaquants de pointe, là, peu importe lequel c'était. Justement, parlons de statistiques. Donc j'ai fait un petit tableau ici où c'est que j'ai relaté là, les statistiques de tous les joueurs lors de cette séquence, donc là, cette séquence de 9 matchs. Le joueur qui a eu le plus de minutes, c'est Saphir Taider avec 884 minutes, suivi de très près par Samuel Piette à 840 minutes. À noter là, pour les minutes, il y a Ken Kolicki qui en a 708, Ignacio Piatti qui en a 739, Daniel Lovitz qui en a 841, donc Lovitz passe en avant de Piette, mon erreur, donc une minute de plus que Piette pendant cette séquence. Ale Silva en a 679, Chris Duval 653, Raitala 541, Mancuso en a quand même 488 comparé à Jackson Hamel qui en a seulement 247. Pour ce qui est des défenseurs, là, donc les deux qui ont le plus joué, ça se trouve à être Rod Fanny et Rudy Camacho qui ont exactement 630 minutes chacun. Donc c'est les défenseurs centraux là, qui ont été le plus utilisés par Rémi Garde lors de cette séquence. Pour ce qui est des statistiques offensives, donc c'était assez effarant.
Et il y a 3 joueurs là, qui ont tous les statistiques du mois. Donc l'équipe a marqué 13 buts. 12 de ces buts-là sont venus de Silva, Piatti et Taider. Donc 4 pour Taider, 6 pour Piatti et 2 pour Silva. Le seul autre que ceux-là qui a marqué, c'est Jason Vargas avec un but lors du match à Houston. Et pour ce qui est des assistances, donc pour ce qui est des passes décisives, Silva en a 4, Piatti en a 3 et Taider en a 2. Donc 9 passes pour ces 3-là. Et l'Impact en a eu 10 pendant cette séquence. Donc le seul intrus est Samuel Piette qui a obtenu une passe décisive. Pour le reste, là, personne n'a la moindre statistique offensive. Donc personne a noirci la feuille de pointage, que ce soit par une passe décisive ou un but. Au niveau des tirs au but, on ne parlera pas des tirs non cadrés, mais des tirs cadrés. Piatti et Taider sont au premier rang avec 10 lancés, 10 tirs chaque lancé, là, c'est plus pour le hockey. On a Matteo Mancuso qui en a un tir cadré, 16 tentés. C'est assez incroyable. Raheem Edwards en a 2. Rudy Camacho en a 1, donc c'était une tête. Jackson Hamel a quand même un meilleur ratio là, que Mancuso. 8 tirs tentés contre 4 qui ont touché la cible. Silva, lui, c'est du 50% aussi, donc 10 tirs tentés contre 5 qui ont touché la cible. Ça ressemble pas mal à ça là, donc pour les statistiques du mois. Pour ce qui est là, du plus du côté analytique, moi j'ai vraiment aimé là, cette séquence de l'Impact, pas seulement pour les victoires. J'ai vraiment l'impression là, que Rémi Garde a mis sa patte un peu plus là, sur l'Impact, mais ça reste des adversaires qui étaient tous assez prenables si on exclut le Kansas City. Houston était un petit peu plus fort aussi, mais le reste, ça reste des clubs de fond de grille. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'Impact était un club de fond de grille avant cette séquence, donc il faut quand même les battre, ces équipes-là, surtout quand tu es de leur niveau. Et l'Impact l'a fait brillamment, donc on peut rien leur enlever. Mais par contre, j'ai bien hâte de voir là, lors des prochains matchs où on va aligner quelques matchs contre des équipes un peu plus puissantes. Et aussi, là, on va pas juste contre des équipes puissantes, mais aussi on aligne beaucoup de matchs tout court, donc des matchs du mercredi, du match du samedi, etc., etc. Donc, on va voir là, comment l'Impact va faire tourner l'effectif et on va voir aussi comment va se passer le mercato, parce que pour l'instant, il n'y a que Edwards qui est parti, qui a été remplacé par le jeune Mathieu Chouanière, le frère de David, qui a signé son premier contrat professionnel à 19 ans, donc ça c'est très intéressant. Et il y a Jimmy Briand qui est annoncé, donc ce serait fait. Il y aura une entente entre Guingamp et l'Impact de Montréal pour le transfert de Jimmy Briand, un contrat de 2 ans et demi. C'est notre ami Nilton George qui a rappelé la nouvelle, et d'ailleurs ça a créé... En fait, c'est pas cette nouvelle-là qui a créé un tollé, mais il y a eu une petite controverse autour de notre ami Nilton. Il y a un certain tweeteur allemand, qui moi je n'ai absolument rien contre cette personne-là, je la trouve plutôt sympathique, mais qui semble avoir fait une croisade face à Nilton, que je ne comprends pas. Là. Nilton, pour moi, a toujours animé le fil Twitter, a relayé les nouvelles sans dire que c'était les siennes nécessairement. Lorsqu'il a dit que c'était ses informations, il l'a noté précisément et on sait lorsque c'est relayé ou lorsque c'est des exclusivités. Donc vraiment, je ne comprends pas le problème. Pour moi, le Nilton est la personne qui anime le plus le fil Twitter. On adore ça, les nouvelles, on adore ça, les rumeurs, etc. Donc les primeurs et tout. Et disons que c'est le compte à suivre là, pour moi sur Twitter. Donc @NiltonGeorge. Ça fait un peu le tour là, pour ce mois-ci, pour ce qui est de l'Impact de Montréal. Maintenant, on va y aller avec une chanson tout de suite, avant d'aller faire la chronique bière Forge du Malte. Donc, la chanson, ça va être les Dale Howard Chuck. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce groupe-là, ils avaient sorti une chanson là, du même nom, qui s'appelait donc Dale Howard Chuck, qui avait vraiment pogné un peu là, dans le temps, là, dans l'univers rock francophone. La tune que je vous présente c'est sur une compile qui s'appelle Nos forêts chantées, donc qui était une compilation là, en l'honneur des forêts québécoises. Je crois aussi là, que ça ramassait de l'argent là, pour les protéger. Il y avait là-dessus là, du monde vraiment intéressant, là, que ce soit Tire le Coyote, Vincent Vallière, les Cowboys Fringants, etc. Celle que je vous présente, moi, c'est Printemps des Dale Howard Chuck, qui était vraiment une chanson très entraînante et vraiment très bonne. Donc on s'en va écouter ça et tout de suite après la chronique bière Forge du Malte
Ça va être succulent comme dégustation et j'espère que je vous donnerai la piqûre de leurs produits. Donc, on s'en va écouter la chanson et on revient pour parler bière. Bonne écoute. Dans ma tête diluée, mes paroles s'ébranchent. Voudrais-tu me sauver, viendrais-tu me surprendre? En attendant, je brave le fret dans le grand vortex des bars. Ma fidèle marche droite et je fais partie du décor. C'est vite comme ça a l'air de rien. Mais moi, je vis des regrets. J'ai crissement mal à demain. Puis j'ai la chienne pour vrai. Enfargé dans mes bottes d'innocent. Je t'aime même si je te mal. J'ai mal, c'est-tu normal? Quand je pense au printemps. C'est une histoire de mon jeu de cartes, raide sortie de la noirceur. Parfois ma tête se lasse, mais moi je me tiens debout. Mon lac puis mes montagnes, mes plaines et mes forêts. C'est beaucoup trop grand pour mes petits intérêts. C'est vite comme ça a l'air de rien. Mais moi, je vis des regrets. J'ai crissement mal à demain. Puis j'ai la chienne pour vrai. Enfargé dans mes bottes innocents. Je t'aime même si je te mens. J'ai mal, c'est-tu normal? Quand je pense au printemps. Dis vite comme ça a l'air de rien. Mais moi, je vis des regrets. J'ai crissement mal à demain. Puis j'ai la chienne pour vrai. Enfargé dans mes bottes innocents. Je t'aime même si je te mens. J'ai mal, c'est-tu normal? Quand je pense au printemps. Enfargé dans mes bottes innocents. Je t'aime même si je te mens. J'ai mal, c'est-tu normal? Quand je pense au printemps. Re-bienvenue une dernière fois pour cette fois-ci à Sport, Borat et Rock'n'Roll pour cette édition du mois de juillet 2018. Donc maintenant pour la capsule bière tant entendu que j'ai promis il y a quelques mois. Donc tant entendu, on s'entend, ça c'est moi qui dis ça, je ne veux pas dire que grand monde l'attend nécessairement, mais bon, ça m'a été demandé quelques fois sur le feed Twitter. Donc la Forge du Mal, qui est une microbrasserie établie à Trois-Rivières, qui a décidé là, donc de participer à l'aventure du Cannes Football Club. Et donc pour les remercier, j'ai dégusté leurs 6 bières. Je les connaissais quand même un peu. Disons qu'il y en a que c'est pas nécessairement dans mon style de bière habituellement, mais je me suis sacrifié pour la cause, entre guillemets. Et j'ai goûté ces bières et franchement, ce sont de très très beaux produits, chacune d'entre elles. Mais pour y aller plus spécifiquement, donc ils ont 6 bières actuellement sur le marché. Ils ont 3 IPA. Tous sont très différentes les unes des autres. Il y a une rousse, une Offenweizen qui est dans le fond une blanche et une autre blanche de style belge, donc une grande blanche. L'autre blanche, elle est de style allemande. D'ailleurs, elle s'appelle l'allemande, donc le Alemande, c'est un petit jeu de mots. On va commencer par celle-là d'ailleurs, puisque j'en parle. Donc, il s'agit d'une blanche de style allemande, vraiment, là, c'est un de leurs plus beaux produits. Que ce soit l'étiquette là, qui rappelle le drapeau allemand ou que ce soit vraiment la qualité du produit. C'est une bière, une bonne blanche là, rafraîchissante qui descend vraiment très bien. Je l'ai fait goûter à plusieurs de mes clients au dépanneur
Et la plupart là, qui sont des amateurs de blanches, ce que je ne suis pas personnellement, ont vraiment beaucoup apprécié le produit. Donc si vous aimez les blanches, surtout celles de style allemande, je vous conseille d'essayer ce produit. Pour continuer dans les blanches, la Grande Blanche, qui est une note blanche, mais de style belge, donc plus maltais un peu, si on veut. Vraiment aussi, là, un très très bon produit, un peu plus sec peut-être, mais vraiment, là, moi j'ai bien aimé aussi ce produit-là, même si je ne suis pas un fan de blanche. Étant donné que j'aime beaucoup là, les bières belges, je dois dire que c'est encore une fois un très beau produit, et c'est un des produits là, qui se vend le plus en ce qui me concerne dans mon commerce. Ensuite, on va y aller avec la rousse. La rousse, moi, je n'aime vraiment pas les rousses et disons que c'est une rousse classique. Donc, moi, personnellement, elle ne m'a pas énormément plu, mais parmi les rousses que j'ai goûtées, là, c'est une qui est parfaitement dans le style et qui est vraiment très bien faite. Une belle couleur, une belle mousse et des saveurs là, classiques caramélisées un peu là, des rousses et aussi assez pas amères, mais une petite amertume, mettons, classique des rousses, mais pas amère, là, comme une IPA. Et d'ailleurs, parlant d'IPA, donc leur IPA classique, la Hop Rivet, vraiment là, une IPA intéressante, un peu vieux style, donc plus le style britannique, très très amère, résineuse et plus foncée, donc pas portée sur les fruits tropicaux comme on est habitué là, avec les NEPA récemment, là, donc les New England IPA. Donc c'est une IPA vieux style, mais avec quand même là, des choses intéressantes, très florales aussi. Vraiment une bonne bière, là, une bonne IPA classique. Ensuite, leur double IPA, la Mer Ardente. Elle, vraiment, elle est très intéressante parce que elle est très originale. Donc elle a des goûts là, un peu particuliers. J'ai de la misère d'ailleurs là, à mettre des mots sur les goûts qu'on goûte dans cette bière-là. Mais disons que ça a un côté très sapineux, un côté résineux aussi, un côté très amer, mais vraiment là, c'est difficile à dire. Il y a comme quelque chose, peut-être une épice quelconque là, qui ressort en bouche, mais c'est un peu lourd par contre comme bière, donc c'est une double IPA, donc c'est assez fort en alcool. Et tu t'en bois une, là, mais elle est assez satisfaisante et elle réchauffe le cœur, je dirais. Et mon meilleur produit, là, mon produit préféré de la Forge du Malte pour terminer, donc la Côtesse, qui est leur dernier produit sorti cet été. C'est justement une New England IPA, ou plutôt une inspiration New England IPA. Donc il s'agit d'une IPA portée sur les fruits tropicaux, une IPA juteuse, vraiment très rafraîchissante. C'est une des très bien réussies là, dans le genre au Québec. Vraiment, là, de la première gorgée jusqu'à la dernière, là, on découvre des flaveurs à chaque gorgée. On découvre des fruits tropicaux différents, que ce soit la mangue, que ce soit l'ananas, que ce soit le pamplemousse, ça ressort tout là, au palais. Et vraiment, là, c'est très très bien réussi. C'est vraiment une très bonne IPA de style Nouvelle-Angleterre. Donc, lorsqu'il fait chaud, là, comme les journées ces temps-ci, là, vraiment, ça vaut la peine de prendre une bonne IPA juteuse de ce style-là. Si vous aimez là, la Boréale du Nord-Est, si vous aimez la Shelton NEPA, si vous aimez les bières dans ce style-là, vraiment là, ça vaut la peine d'essayer la Côtesse de Forge du Malte. Donc voilà pour leurs 6 bières. Ils sont trouvables là, un peu partout au Québec, que ce soit dans le coin de Montréal, dans le coin de Trois-Rivières, dans le coin de Québec. Je suis pas certain là, pour l'est du Québec, plus loin, là, que ce soit la Côte-Nord et la Gaspésie. Je crois que ça se rend pas là nécessairement, mais je vous suggère fortement de les encourager. Ce sont des gars très sympathiques, des passionnés qui s'améliorent sans cesse. Je me souviens que moi, la première fois que j'avais goûté la Hop Rivet, je l'avais trouvée vraiment moyenne. Et les dernières fois que je l'ai essayé, là, dont une hier, là, vraiment, là, était vraiment mieux réussie. Donc, ils peaufinent leur art tranquillement, pas vite. Et c'est vraiment là, une microbrasserie à surveiller. Une de leurs forces, là, c'est le look de leur bière. Vraiment, là, les étiquettes sont très très belles et attirent l'œil.
Et bien entendu, comme je dis, chaque bière de style qu'ils essayent sont vraiment là, bien réussis dans le genre, qu'on aime le genre ou pas. Donc, si vous êtes, comme je le disais, fan de rousse, fan de IPA vieux style, que vous êtes fan de blanche, que ce soit de style allemande, de style belge, essayez leurs produits, là, vraiment, c'est parfait dans le style et vous allez certainement apprécier. Donc, c'était cela pour la capsule bière. Pour terminer l'émission, comme d'habitude, on va terminer avec une chanson. Cette fois-ci, ça va être une chanson de Les Parias, donc un groupe qui m'a été demandé. Là, dans le fond, j'ai acheté, pas l'acheter, mais plutôt l'ami Nicolas Royer sur Twitter m'a fourni des billets pour l'événement Rencontrer l'équipe. Moi, je voulais emmener là, des jeunes qui sont en famille d'accueil chez ma belle-mère rencontrer les joueurs et Nicolas Royer m'a fourni des billets gratuitement. Je l'en remercie énormément et il m'avait dit là, qu'en échange, il voulait entendre cette chanson. Eh bien, voilà, ça va être pour toi, Les Parias. La chanson, attendez, c'était quelle... c'était la chanson Le bar... Un soir au bar. Donc voilà pour toi Daniel, merci encore et voici ta chanson. C'est ce qui va clore l'émission. J'espère être capable de faire une émission au mois d'août. Peut-être que les choses vont se calmer un peu là, de mon côté, les rénovations, les vacances, etc. Donc je devrais avoir le temps là, d'en faire une d'ici la fin du mois. Et si je respecte la tradition là, de cette année, je vais peut-être faire une émission spéciale encore une fois avec mon ami Alexandre Burst, alias Monsieur Foot de Foot. Donc on verra s'il est disponible lui aussi. Donc c'est ça. Je vous souhaite un excellent mois. Je souhaite à l'Impact un bon mercato et une bonne fin de saison. Je souhaite qu'on aille en série parce que veux pas, c'est très plaisant les séries de la MLS. Et rendu là, tu sais jamais ce qui peut se passer. Donc bonne soirée tout le monde, bonne journée si vous l'écoutez le matin, bon matin si vous l'écoutez le matin, bon après-midi si vous l'écoutez l'après-midi et bonne soirée si vous l'écoutez le soir. Et là je commence à déparler, donc adios et bonne écoute les parias. Bye.